Le professeur Wolu Komi, qui est le secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau. Il était candidat à la dernière présidentielle. Alors, professeur, vous nous parlez de droit pour tous et le droit dans toutes ses dimensions, mais en français facile, voilà, qui ne serait pas hautement le droit juridique, on dirait. Non, c'est du droit, véritablement du droit, mais simplement... Comme je le dis, premier élément, c'est en français facile. Deuxième élément, nous n'irons pas trop dans les subtilités que nous donnons dans les amphis. Voilà. Parce que dans les amphis, vous êtes en train de former des juristes qui vont exercer. Ici, nous sommes en train de former les citoyens qui connaîtront les choses élémentaires dont ils ont besoin. Et on dit souvent que le juriste ne doit pas être un thérapeute. C'est d'abord un hygiéniste, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prévenir. Si les gens ont un certain nombre de connaissances, ils sont en mesure de prévenir même des erreurs dans leur vie personnelle. Et s'ils ont des connaissances, ils peuvent également, après réflexion, savoir qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Quels sont ces droits relativement donc par rapport à l'État? Quelles sont les obligations de l'État aussi à l'égard donc du citoyen, et quels sont les devoirs du citoyen à l'égard de l'État. Les problèmes d'impôts, les problèmes de la justice, comment fonctionne la justice, et on peut même aller dans des questions peut-être encore terre à terre, tout dépendra de ceux avec qui ils ont, en tout cas de ceux avec qui nous discuterons. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui, pour faire même la nationalité, certains ne savent pas comment il faut s'y prendre. Tout récemment, une dame est venue me demander de faire la carte nationale d'identité à son fils. Or, le fils n'a pas de nationalité. Non. La maman ni son papa n'ont pas de nom de nationalité. Et ils n'ont même pas donc, de certificat d'origine. Et elle me demande d'aider son fils à faire un certificat, disons une carte d'identité. Vous voyez que finalement, c'est qu'elle ne comprend rien de ce mécanisme. Ce serait l'occasion aussi de pouvoir expliquer ces choses, les procédures, mieux préparer le citoyen à faire face à ces difficultés. Alors, mais tout ça pour quelle finalité? Quel est le résultat que vous visez? Transformer les mentalités, premier élément. Dans le schéma, si vous voulez, de notre vie ensemble, si les mentalités sont transformées, vous verrez que nous aurons de meilleurs résultats. Première préoccupation. Notre lutte politique, nous l'avons parfois inscrite dans le court terme, en cherchant à obtenir les résultats immédiatement. Si on avait pu, dès le départ, envisager ces hypothèses, former un citoyen modèle, peut-être qu'on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais il faut à un moment donné commencer. On ne renonce pas à la recherche de l'alternance, mais il faudrait quand même aussi d'abord avoir des citoyens de qualité. Et je crois que cette formation va y contribuer. Maintenant, au-delà de ces citoyens de qualité, il faudrait également permettre aux citoyens d'éviter certaines erreurs de la vie quotidienne. Avoir des éléments. Regardez, parfois, un père décède, il laisse des enfants, ces problèmes de succession peuvent se poser. Peut-être que l'un de ces enfants est déjà décédé. Les enfants de cet enfant décédé, quels sont leurs droits par rapport à cet héritage? L'héritage laissé par leur grand-père. Leur grand-père. Vous voyez, tout ce sont des problèmes concrets auxquels les enfants sont parfois confrontés. Et au sein c'est ce que les uns les autres vivent au quotidien, le droit successoral. Effectivement. Donc, si les gens comprennent ces règles, l'enfant saura quels sont ses droits. L'oncle, qui peut être chargé de gérer, saura qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quels sont mes droits, quelles sont mes obligations. Vous voyez, permettre aux citoyens également, non pas de devenir des avocats, non pas de devenir des magistrats, mais être en mesure de connaître ces éléments, ces choses qui sont finalement élémentaires. Voilà. Un homme ou un époux qui décède, il y a une maison, la maison dans laquelle ils habitent, lui appartient. Le conjoint survivant, quels sont ses droits relativement s'ils ne sont pas légalement mariés, est-ce qu'il a des droits ou on doit la spolier? C'est cette situation également qu'il faut vérifier. Est-ce que le concubinage, la concubine a des droits ou le concubin a des droits comme l'aurait une personne mariée? Donc, lorsque les gens comprennent ces éléments, ils peuvent savoir que, attention, en n'allant même pas vers le mariage, j'expose celui que j'appelle ou celle que j'appelle mon partenaire, je l'expose à des dangers au cas où je viendrais à mourir.
Donc, il faut préparer les citoyens qui comprennent et rendre la société peut-être juste. Rendre la société plus juste. Lorsque les gens connaissent leurs droits, ils sont beaucoup plus mobilisés à les défendre. Mais lorsque vous ignorez vos droits, vous ne pourrez jamais chercher à les défendre. Un projet que le PSR va piloter seul ou bien vous allez le faire en association avec d'autres partis politiques? Vous savez, c'est un projet que le PSR... Pendant ce temps, 22 21 80 99 ou bien 92 02 80 63, vous avez une question à poser à notre invité, professeur Komiolo. Vous êtes le bienvenu. Oui, professeur. D'accord. Oui, relativement, disons au projet, c'est le PSR qui le porte. Oui. Mais s'agissant des encadreurs, j'ai dit, ça n'a aucune considération politique. Nous l'avons inscrit nous avons élaboré des codes de déontologie à l'endroit des encadreurs, à l'endroit de tout apprenant. Aucune allusion à l'appartenance politique. Ce sont des citoyens que nous sommes en train de former. Et donc, peu importe l'appartenance politique donc des gens, donc de ceux qui vont encadrer, et l'essentiel, c'est qu'ils soient titulaires d'une licence. Peu importe également l'appartenance politique des apprenants. Et donc, ça n'a aucune connotation politique. Nous voulons simplement former des citoyens au droit. Et pour combien de temps? Comme j'ai eu à vous le dire, c'est un projet qui doit être permanent. Peut-être qu'ils doivent même, après nous, quand je dis après nous, quand nous serons morts, peut-être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'en sait rien. Même après nous, il faut que ce projet puisse continuer. Parce que d'autres Togolais vont naître, ils auront besoin du droit. Il faut donc qu'une nouvelle équipe vienne. À un moment donné, nous allons partir. Oui, mais là, c'est la mission régalienne du ministère chargé de la formation civique. Vous vous souvenez que... Mais Pelé a une question à vous poser. D'accord. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Pelé. Félicitations pour l'initiative. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes en train de relayer ce que la formation civique devait faire le ministère. Ce ministère existe, mais on ne le voit jamais. Je peux dire que tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est pour dire qu'un seul parti politique peut le faire. C'est ça que vous êtes en train de faire. Mais un seul parti politique ne peut pas gagner une élection présidentielle. Mais vous êtes parti seul à une élection présidentielle pour pouvoir être président de la République. C'est ce qui était impossible pour vous. Mais tout à l'heure, vous venez de dire que depuis 2005, dans les regroupements, vous avez toujours des problèmes. Oui, on le sait très bien qu'avec des partis politiques, on a toujours des problèmes. Et si vous voyez même, quand le CSC était formé et en tête juste à Javon, il n'y avait pas de problème. Mais quand, au moment où le CSC voulait se cohabiter avec la CACL, on a trouvé qu'il y a problème. Aujourd'hui, en 2020, c'est pour cela qu'on a mis Monseigneur Kodiro devant une structure pour qu'on aille à la tenance, mais vous avez tous jeté ça dans l'eau et que voilà là où nous sommes. Qu'en pensez-vous? D'accord, bien noté. Professeur vous donnera tout à l'heure ces éléments de réponse. Félix. Oui, bonjour monsieur Joachim. Oui, bonjour. Oui, je salue le professeur. Merci beaucoup. Moi aussi, je me suis fait inscrire hier. D'accord. Ah, ouais. Vous êtes inscrit hier dans le programme de Droit pour tous. Oui, donc on m'a pas demandé mon appartenance politique. On vous a demandé cela? On m'a pas demandé cela. Merci. Oui. Bon, professeur, oui. Vous ne voyez pas qu'avec l'affaire du Saint-Esprit, l'opposition est plus divisée plus qu'avant? Merci beaucoup. Bien noté. Un autre intervenant en ligne avec nous, c'est Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour professeur. Bonjour monsieur Didier. Oui, professeur, vous êtes un grand professeur, vous devez connaître un peu la psychologie. Moi, je pense que le pouvoir mis dans la tête des Togolais, que tant que vous n'êtes pas ensemble, il n'y aura rien de bon. Donc tous les Togolais le pensent aussi, à tort ou à raison, que c'est ainsi. Mais pourquoi vous ne faites pas un effort, au moins pour une année, 2 ans, vous vous mettez ensemble, tout le monde laisse, même si c'est même, on fait un jeu de sort, vous tirez quelqu'un au sort pour représenter. Vous ne voyez pas que ce serait mieux. Parce que c'est dans la tête du Togolais, tant que vous n'êtes pas unis, il n'y aura pas de mobilisation. D'accord. Merci, très bien noté. Pour vous également, Didier. Alors, le 4e auditeur qui est en ligne avec nous, c'est Barnabas. Bonjour. Oui, bonjour, Chagin. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour. Bon, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. J'espère que vous avez touché du doigt le mal du Togolais. Parce que
beaucoup ne comprennent rien. Et nous sommes devenus comme des moutons. Pour moi, personnellement, je prends le droit comme une âme intellectuelle. Je donne un exemple. Vous êtes à la maison, on a envoyé un policier pour venir vous arrêter. S'il est convaincu que vous savez ce que lui aussi sait, en venant chez vous, il sera quelque chose adapté. Merci beaucoup. D'accord, très bien noté. Et le dernier auditeur pour boucler, voilà. Alors, Barnabas disait tout à l'heure que le droit, c'est une arme intellectuelle. Oui. Dès lors que vous connaissez vos droits, et il a donné l'exemple, un policier vient vous interpeller, vous aurez à lui poser un certain nombre de questions. Soit il rebrousse chemin, ou carrément il poursuit en respectant vos droits aussi. Voilà. Et c'est une évidence totale. Ça ne concerne pas simplement le policier. Même votre employeur, qui sait que vous connaissez vos droits, se comporte autrement à votre égard. Il ne bafoue plus. Il ne bafoue plus. Ni piétiner les droits de l'employé. Hier, je racontais une histoire sur... Bon, on n'a pas le temps nécessaire. Je racontais une histoire sur une radio où une femme martyrisée dans son travail cherchait à démissionner. Elle est venue me demander si elle peut démissionner sans préavis. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit, attends, on va écrire. Nous avons écrit à l'employeur en disant que ce n'est pas une démission, c'est un licenciement abusif et qu'elle prend acte de la rupture du contrat parce que c'est lui qui met la dame dans l'impossibilité de poursuivre. Mais l'employeur a commencé à supplier la dame. Et il a réparé tous les dommages. Tous les torts causés. Tous les torts qu'il lui causait. Cela veut dire qu'il connaissait les droits de la dame, mais puisque la dame ne connaissait pas ses propres droits, il s'est permis de faire ce qu'il faisait. Et la lettre telle qu'elle est écrite, il était convaincu que la dame n'a pas pu écrire cette lettre et que c'est quelqu'un qui lui a écrit. Qui connaît le domaine. Et à la fin, nous avons mis, si vous ne donnez pas, vous ne réagissez pas dans le délai, nous donnons les suites qui s'imposent. Il a réagi. Vous voyez, quand quelqu'un sait que vous connaissez vos droits, il se comporte autrement à votre égard. Ah oui, vous êtes un grand professeur dans la tête des Togolais. Tant que vous n'êtes pas ensemble, l'alternance n'est pas du tout possible. Mais est-ce que vous ne pouvez pas rester ensemble au moins pour 2 ans? Et s'il y a une élection, vous faites un tirage au sort pour désigner le candidat? Vous savez, c'est facile à dire. C'est très facile à dire, mais dans sa réalisation, pour dire tirer au sort, ce sont des choses difficiles. Et dans ces conditions, comme je le dis, dans le cadre de ces regroupements où il y a eu toujours problème, chacun fait ses calculs pensant que les choses tomberont sur moi, etc. Pourquoi est-ce que ne pas procéder autrement? Expliquer aux candidats, à la population que ce n'est pas parce que nous sommes 3 que nous sommes divisés. Et que cela peut participer à une stratégie. Est-ce que la mission des partis politiques, des dirigeants, ce n'est pas aussi de convaincre la population du meilleur choix possible? Est-ce que nous avons l'obligation de nous aligner sur ce qu'ils ont voulu, même si cette solution n'est pas pertinente? Si on avait un candidat unique, comme je le dis toujours, ce qu'on a eu dans les bureaux de vote, nous les aurons eu. Mais si on a plusieurs candidats et qu'on se concerte, on travaille sérieusement sur le terrain, vous verrez que nos délégués dans les bureaux de vote seront en sécurité. Oui, mais voilà, vous avez eu quand même plusieurs candidats la dernière fois, mais c'est parce que les mêmes résultats. Non, c'est parce qu'on n'a pas cherché à faire ce travail en amont de communication. Ou allez-y, dites à la population que nous sommes 3, mais nous ne sommes pas divisés. Donc, professeur, aujourd'hui, l'opposition n'est pas divisée? Mais l'opposition est divisée parce qu'on n'a pas pris cette option. C'est parce qu'on n'a pas pris cette option. Quand on me demande qu'on a voulu mettre... Si même on était candidat, Monseigneur Podro, son candidat, mais vous ne pouvez pas choisir un candidat pour dire que tout le monde est obligé de se soumettre à ce candidat. Et il est venu, non pas que je n'ai pas dit, je lui ai dit les raisons pour lesquelles je ne souhaite pas qu'il y ait candidature. Et cela rejoint la question donc de Félix qui dit, est-ce que cette affaire du Saint-Esprit n'a pas divisé davantage l'opposition? Dans tous les cas, chacun aura son opinion. Et quand ils ont dit convoquer les candidats de l'autre côté pour les écouter, je leur ai dit, ceux qui m'ont reçu, je ne suis pas venu pour répondre à vos questions. Je suis venu par respect. Donc, à Monseigneur Podro, puisque je lui ai déjà dit que cette logique de candidature unique n'est pas la bonne solution. Mais il ne peut pas m'inviter pour que je ne vienne pas. Par conséquent, on m'a demandé ailleurs si je devais être le candidat unique de l'opposition. J'ai dit non, c'est une mauvaise solution.
parce que mes délégués seront isolés dans les bureaux de vote. Je ne fais rien qui soit contraire à mes convictions, en réalité. Et de sorte que... Donc pour vous, les résultats, ce qui aurait contribué à la réussite de l'opposition à l'issue de cette élection, aurait été une solidarité entre vous en amont? Depuis plusieurs mois. Oui, mais est-ce que le cadre électoral, du moins, avait quand même dressé le lit pour cette éventualité? Non, en réalité, avec cette difficulté-là, on aurait pu surmonter notre absence dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que nous n'étions pas dans les bureaux de vote, mais nous avions des délégués. Mais si ces délégués étaient réunis et solidaires, ça aurait pu permettre. D'autant plus qu'il y a un second tour. Et vous savez, notre objectif, ce n'est pas, ou peut-être l'intérêt, ce n'est pas cette candidature unique, mais c'est de pouvoir mobiliser beaucoup de gens pour qu'ils aillent voter. Bon, cette émission n'est pas consacrée à cela. Si vous voulez, on peut consacrer une autre émission où je vous ferai les démonstrations statistiques même d'un point de vue scientifique pour comprendre que ce qu'on devait chercher, c'est une large participation des citoyens. De sorte que même si UNIR mobilise tous ses militants, ils n'auraient pas pu obtenir le pourcentage nécessaire, sauf à faire preuve de violence. Mais si simplement cette logique de violence, sans autre alternative que nos délégués soient réunis, cela voudrait dire que, quoi qu'il en soit, un délégué ou peut-être un candidat ou non, la violence allait prévaloir. Donc prendre en considération l'ensemble de ces éléments, s'asseoir, analyser. Mais on n'a jamais fait cela. Et voilà que Pelé lui trouve qu'un seul parti pris isolément ne pourra jamais gagner les élections présidentielles. Au Togo, quand Javo était à la tête du CST, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, aujourd'hui, quand des partis politiques se mettent ensemble, toujours vous rencontrez des difficultés. Vous savez, c'est son analyse. Le CST a connu aussi ses problèmes. Je suis de l'intérieur. Et toutes ces organisations, etc., que ce soit CAP 2015, véritablement tous leurs problèmes. Oui. Voilà. Dire qu'un parti ne peut pas gagner, d'accord. On a aujourd'hui un deuxième tour. Faisons cette solidarité entre nous. L'heure n'est pas aux élections, en réalité, mais... Est-ce que c'est l'occasion pour vous de commencer par vous préparer en amont tel que vous l'avez préconisé pour les élections? Si les gens sont disposés à le faire, on peut le faire. On n'a pas besoin de se retrouver dans une structure fondamentalement pour pouvoir le faire ainsi. Et voilà. Professeur, nous sommes à la fin de l'émission, mais très rapidement, quelle est la valeur ajoutée pour moi si je me forme dans votre projet? Vous vous mettez à l'abri des erreurs qui peuvent vous être fatales. On n'a pas eu tout le temps de le faire. Vous êtes en mesure de mieux protéger même votre entourage. Et je crois que ça vaut la peine. Vous serez un meilleur citoyen, j'en suis sûr. Un meilleur citoyen, vous en êtes sûr? Comment vous m'inscrire maintenant dans le projet? Non, il y a un numéro au moins que je vous donne. Oui. 91, oui. 57, oui. 13, oui. 50. Voilà. Et il y a beaucoup de nombreux liens qui ont été envoyés. Je crois qu'il y a une page Facebook également. Voilà. Droit pour tous. Mais si on appelle ce numéro, on pourra tout aisément trouver les liens pour s'inscrire dans le projet. Effectivement. Merci beaucoup, professeur Oulu, d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie.